La Chine, elle a mis 550 milliards sur la table pour développer son renouvelable. Les États-Unis, ils ont mis 350 milliards. Que fait l'Europe? On est le continent le plus vertueux sur la question climatique. La Chine, comme les États-Unis, n'ont pas amorcé ce virage vert. Vous dites croissance verte, ça fonctionne pas. Vous dites révolution industrielle verte, ça fonctionne pas. Moi, j'assume complètement qu'on soit plutôt pro-croissance économique. On ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Ceux qui font la richesse européenne, on leur met toujours plus de normes, toujours plus de réglementations, et ils peuvent plus produire. Aujourd'hui, un cancer, ça fait augmenter le PIB. Ce n'est pas un indicateur de prospérité. Il faut juste remplacer cette courbe par un cercle pour aller vers une économie circulaire. Le meilleur moyen d'être contre l'immigration, c'est d'être un écolo réel. La crise climatique est la priorité numéro 1 de mon parti. Oui, C'est une priorité parmi d'autres. Mon parti est le meilleur sur l'écologie. oui. Oui. Nous avons déjà trouvé assez d'innovations pour résoudre la crise climatique. Non, Non. L'élection européenne est la plus importante pour l'environnement. Oui. Le PIB est un bon indicateur. non, Oui. L'avion vert sera bientôt une réalité. non, Ça dépendra des progrès technologiques. Il faut changer nos modes de vie pour sauver la planète. Faut les faire évoluer, oui. La décarbonation aura lieu que nous le voulions ou non. non, Non, il faut enclencher le mouvement pour qu'il y ait une décarbonation. L'Europe est responsable de la crise écologique. non. Non, pas du tout. La Chine émet 33% des gaz à effet de serre. Si c'est la stat, Et moi non plus, je connais pas le chiffre exactement, mais ça m'étonnerait pas du tout. L'innovation technologique résoudra la crise climatique. en partie, Oui, bien sûr. Il faut demander davantage d'efforts aux entreprises qu'aux particuliers. oui, Il faut accueillir les immigrés climatiques. oui, Non. L'énergie nucléaire est la meilleure énergie. non. Je suis favorable à la décroissance. C'est un terme qui veut rien dire. Nous, on est très défavorable à la décroissance. La violence est justifiée pour alerter la population. Non, la violence n'est jamais justifiée. Non, bien sûr que non. L'amélioration des conditions humaines justifie la destruction d'une partie de l'environnement. Non, Non, Réindustrialiser l'Europe réduirait les gaz à effet de serre mondiaux. oui, bien sûr. L'écologie pénalise les classes populaires. Oui. Oui. Les écologistes sont tous de gauche. aujourd'hui, oui, Non, pas du tout. Il vaut mieux taxer qu'interdire. oui, Dans le futur, nous utiliserons moins d'énergie. on doit en utiliser moins en tout cas. Ça dépend lesquelles. Il y a des énergies décarbonées, il faut s'appuyer sur elles. La voiture électrique est une bonne chose. Oui et non. Marie Toussaint disait que l'aviation n'a cessé d'augmenter dans les pratiques dans notre pays, c'est vrai, mais simultanément, elle a oublié de dire que sur les 20 dernières années, le secteur aérien s'est décarboné de 25%. Nous voyons aujourd'hui s'organiser toute une filière de production de carburants alternatifs décarbonés, et demain, c'est-à-dire dans 10-15 ans, à l'échelle industrielle, c'est demain, nous aurons certainement des avions à hydrogène. Cet extrait, il est extrait du débat du Shift Project, qui est le think tank de Jean-Marc Jancovici. Et je crois que la droite, François-Xavier Bellamy, votre parti, a mal compris, a mal lu, a peut-être pas lu suffisamment Jean-Marc Jancovici, qui, dans ses phrases, ne distingue jamais la transition énergétique de la sobriété. Le problème, c'est que tout nous montre que l'innovation va sur un rythme beaucoup trop lent pour nous permettre d'aller au rythme de la transition énergétique, climatique qu'on doit opérer. Donc il y a un problème de timing. Si vous pensez que Europe Écologie est contre l'innovation, qu'on serait des amiches qui nous éclairons à la bougie, c'est totalement faux. Personne chez nous n'est contre l'innovation. Le sujet, c'est pas d'être pour ou contre l'innovation, c'est absurde. Tout le monde a envie d'avoir des nouvelles solutions. Si on pouvait avoir des avions verts dans le ciel, on serait tous d'accord pour signer. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la question du timing. Le rapport du GIEC, qui est un consensus scientifique international que personne ne conteste, le rapport du GIEC nous dit que si on n'enclenche pas un virage massif de notre utilisation énergétique dans les 3 ans, on met en péril l'humanité. Or, on investit dans, par exemple, l'hydrogène, dans, par exemple, des brevets pour avoir l'avion vert, qui sont des processus de recherche où on est parti pour 15, 20, 30 ans. Et moi, avant d'être candidate aux élections européennes, je suis une professionnelle de la transition écologique, de la transition énergétique. Je connais les acteurs de l'industrie verte, je connais les acteurs de la transition énergétique, et tous nous disent quoi ? Si on n'est pas capable de faire de la sobriété à court terme, on ne sera pas capable de faire de l'innovation à long terme. Donc en fait, ni Jean-Marc Jancovici, ni Europe Écologie, ni, je suis désolée, toute personne censée sur la question du réchauffement climatique, que ce soit les scientifiques ou les politiques, ne peut dire raisonnablement qu'on peut décorréler
innovation de la sobriété. Et la sobriété, on s'entend. Ça veut dire quoi? La sobriété, ça veut pas dire de dire aux gens vous arrêtez de vous chauffer ou vous arrêtez de prendre des bains. C'est pas le sujet. Ça, c'est des caricatures qui ont été, je trouve, utilisées à tort et à travers sur les réseaux sociaux et partout ces dernières années et qui caricaturent énormément le débat. La sobriété, ça veut dire déjà qu'est-ce qu'on importe dans le marché européen. Le marché européen, c'est le premier marché du monde. Aujourd'hui, vous voulez réparer votre jean, la braguette qui est cassée, vous allez chez le cordonnier, ça vous coûte 20 €. Vous commandez un jean sur Chine, un fabricant d'ultra fast fashion chinois qui emploie des travailleurs qui ne sont pas rémunérés dignement, ça vous coûte 7 €. Comment on explique ça? C'est ça aussi la sobriété. C'est comment on fait en Europe, comment on réemploie, comment on pense. Vous pensez qu'aujourd'hui, on peut, pour garder l'idée du jean, avoir un jean et après le jeter à la poubelle et avoir une idée de planète poubelle qui fonctionne comme ça, sans fin. C'est pas possible. Et donc, avoir une vision de l'innovation sans vision de la sobriété, pour moi, c'est juste un non-sens conceptuel. Moi, je crois que la recherche technologique va encore évoluer dans les prochaines années, comme elle a évolué ces dernières années, et ça va nous permettre de faire des progrès. Depuis les années 90, les émissions de CO2 ont diminué de 30% en France comme en Europe. De 30%. Une part du chemin a été accomplie. Évidemment, il y a encore une urgence climatique. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire. Désolée, c'est pas mais ça. on est sur une trajectoire où les émissions de CO2 diminuent. Dans le même temps, sur cette même période, depuis 1990, les émissions de CO2 ont augmenté en Chine de 381,5%. Nous, on a fait le choix de marier la croissance économique et la lutte contre le dérèglement climatique à travers le progrès technologique, à travers le progrès scientifique, à travers la recherche scientifique, et on pense que c'est la condition sine qua non pour répondre à la demande alimentaire qui augmente, parce qu'en France, comme dans toute l'Europe, on a de plus en plus d'habitants, on a de plus en plus de gens qui ont besoin de se nourrir, et donc si on a besoin de nourrir toutes ces personnes-là, il faut évidemment marier cette croissance économique et la lutte contre le changement climatique. Si on regarde la période plus large que depuis 1990, depuis le début de l'ère industrielle, depuis 1750, en réalité, sur toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde entier, 22%, la responsabilité, c'est l'Europe, c'est les pays, en fait, les 27 pays de l'Union européenne. 26%, c'est la Chine. Et 28%, c'est les États-Unis. Donc Voilà. on voit... Donc on est un des 3 gros blocs émetteurs. Ouais, sauf qu'on parle des États-Unis un pays, on parle de la Chine un pays. Nous, on parle de 27 pays à la fois. Oui, mais Non, taille, oui, mais sur la taille géographique, c'est la même chose, même on est plus petit. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'un pays comme les États-Unis est capable de produire beaucoup plus d'émissions de CO2 parce qu'ils n'ont pas enclenché ce virage vert. Bon, les dernières déclarations de Biden font qu'on a l'impression qu'ils vont aussi rentrer dans la bataille contre le dérèglement climatique, mais le fait est que depuis des années, la Chine comme les États-Unis n'ont pas amorcé ce virage vert. Nous, on l'a amorcé en Europe, et la loi, moi j'étudie le droit, je suis juriste, la loi a vachement évolué sur ces questions-là. Les entreprises sont beaucoup plus incitées désormais à adapter leur comportement en fonction du climat. Et puis c'est national, c'est européen et c'est mondial. Mais je crois que tout ça, au fond, c'est aussi un rapport de force. Est-ce que l'Europe a demain la capacité d'être pionnière sur la bataille climatique et d'arriver à tordre le bras en fait à des puissances parfois un peu impérialistes comme la Chine, comme les États-Unis, qui ont tendance à s'en foutre un peu de la transition climatique. Là où vous avez raison, c'est que les lois ont beaucoup évolué en Europe, et ça, c'est grâce aux écologistes. Si vous regardez tous les votes au Parlement européen sur la précédente mandature, il n'y a pas d'écologie sans les écologistes. Donc vous vous félicitez qu'on ait aujourd'hui des lois qui permettent d'encadrer davantage la protection de la nature et la transition énergétique, c'est grâce aux écologistes. Et aujourd'hui, il y a 6 limites planétaires sur 9 qui sont dépassées. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'on a progressé, qu'on va dans le bon sens. Moi aussi, j'ai envie d'être optimiste. 30% mais à un d'émissions moment, de CO2 en moins, c'est factuel. Il faut avoir le courage. Oui, mais aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 82% de nos émissions sont d'origine fossile. Ce que je veux dire par là, c'est que si on n'est pas capable d'encadrer la transition écologique et de le faire de manière ambitieuse, on ne sera pas, comme je l'ai dit, dans les timings du GIEC. Et donc, nous, tout ce qui nous importe, c'est de préserver des conditions d'habitabilité raisonnables sur cette planète. Et comme les sénateurs du groupe Les Républicains l'ont fait récemment, quelques années après, vous abondez dans notre sens. Donc en fait, je suis désolée, le pacte vert, plusieurs de ces règlements ont été votés à 3 votes près. Voilà. 3 votes près, 3 votes écologistes, 3 votes de députés européens écologistes. Aujourd'hui, vous dites dans les débats télé tout ce que vous voulez, dans les votes, il n'y a pas vos votes à cet endroit-là. Je vais expliquer pourquoi. Donc, sur le pacte vert, très concrètement,
dans ce projet-là, il y avait le projet Farm to Fork, de la ferme à la fourchette. Ça vise à la mise en jachère, c'est-à-dire on ne peut plus rendre exploitables ces terres, de 10% des terres agricoles européennes. Cette mise en jachère de 10% des terres européennes, c'est 15% de production agricole en moins. Et ça équivaut à une baisse des revenus des agriculteurs de 16%. Nous, ce qu'on dit, c'est que la transition climatique, elle ne peut pas peser uniquement sur les plus précaires, sur les plus vulnérables, et notamment sur les agriculteurs. Nous, on pense chez LR à droite qu'on a l'agriculture en France qui est la plus respectueuse de l'environnement au monde. Les agriculteurs, c'est les meilleurs écolos qu'on a dans notre pays. Il faut absolument les accompagner dans la transition climatique contre cette stratégie de décroissance agricole qui vise à faire baisser la production parce que ça a des répercussions sur, en fait, ce qu'on pourrait dire les classes moyennes des agriculteurs, sur les petits agriculteurs, sur ceux qui produisent, ceux qui nourrissent les Français et ceux qui en prennent toujours plein la tronche par le dérèglement climatique. Donc si on veut... Mais en fait, ils en prennent pas plein la tronche par le dérèglement climatique, ils en prennent plein la tronche par les géants industriels que vous représentez et par la FNSEA qui représente mal leurs intérêts de ces agriculteurs-là. Moi, j'ai passé l'hiver dans les contestations agricoles sur les barrages avec des agriculteurs à qui je demandais comment ils se rémunéraient et ils disaient grâce à ma femme qui est aide-soignante. Pour autant, ils travaillaient 70 heures par semaine sur leur champ. J'étais sur un barrage et j'ai vu des jeunes de 18 ans. Des jeunes de 18 ans qui me disaient « Nous, on veut s'installer dans le céréal, mais on ne peut pas. Pourquoi ? Déjà parce qu'on ne va pas gagner notre vie. Enfin, nos parents sont dans le céréal, on voudrait reprendre. On ne peut pas pour deux raisons. Un, on ne va pas gagner notre vie. Deux, dans 10 ans, les conditions climatiques de la France ne permettront plus de faire du céréal de manière générale. Justement, pourquoi on les ferait encore plus baisser leur production et baisser leur revenu ? Mais en fait, c'est là qu'on a un désaccord de fond et c'est très intéressant que vous le souleviez. Vous dites qu'on a besoin de produire plus pour manger plus parce qu'on a plus de besoins. Aujourd'hui, vous savez combien on jette, vous savez combien on gaspille de notre production alimentaire en France ? Je suis d'accord, il y a un sujet énorme qui se pose sur le gaspillage alimentaire. Un tiers. Aujourd'hui, on jette, et je suis désolée, la question de la conservation de la nature, ça devrait être une question que vous portez. D'ailleurs, c'est Pompidou, chez vous, qui définissait la fortune, il y a 50 ans, comme la vie d'un paysan aisé du début du siècle, qui a de l'air... On défend toujours une écologie qui est conservatrice. Qui a de l'air pur autour de lui, des poules élevées avec du grain et des œufs frais. C'était ça la vision de la fortune de Pompidou. Aujourd'hui, la droite a trahi sa culture écologique. Pourquoi ? Parce que vous avez épousé le néolibéralisme qui veut juste enrichir. C'est mal connaître la position des Républicains depuis des décennies. Mais vous votez, enfin c'est bien connaître vos votes, je les ai regardés. On a voté quel traité de libre-échange par exemple ? Vos votes au Parlement européen. Quel traité de libre-échange ? Vous votez pour toujours plus de croissance, pour toujours plus de néolibéralisme. Quel traité de libre-échange ? Je parle de néolibéralisme européen. Nous, on n'est absolument pas néolibéraux. Nous, on croit évidemment qu'il y a une liberté du commerce et qu'on doit continuer à commercer avec des pays hors Union européenne, mais ça doit se faire dans des conditions de réciprocité. Ce que Macron appelle les clauses miroirs, mais qui en réalité ne sont pas du tout appliquées aujourd'hui. Je prends un exemple très concret. On importe aujourd'hui dans nos assiettes, sur les fruits et légumes qu'on a, il y en a 60% qui sont importés. Parmi tous ces fruits et légumes importés, parmi tous les produits qu'on importe en France, il y en a 25% qui sont traités avec des pesticides qui respectent absolument pas nos normes environnementales. Nous, la logique qu'on a dans chaque traité de libre-échange, dans chaque accord de libre-échange, c'est évidemment qu'on doit continuer à commercer et avantager nos filières qui ont besoin parfois de commercer avec le reste du monde, mais dans des conditions de stricte réciprocité. Oui, et vous votez pour les pesticides ? On a, par exemple, vous votez pour le glyphosate ? Il y a une loi européenne qui est passée... Vous votez pour les pesticides ? Non, on vote pour une réduction des pesticides, mais qui se fait progressivement. Il ne s'agit pas de tirer... Mais parce qu'en fait, il y a un enjeu qu'il faut bien comprendre, c'est il faut marier la préservation de notre agriculture, la préservation de tous les agriculteurs... préserver notre agriculture, c'est justement éviter des cancers à nos agriculteurs mais bien sûr, mais les agriculteurs... et protéger nos sols. Tu as cité Benoît Biteau, qui est un agriculteur, qui est représentant de la Confédération paysanne. Il se trouve que c'est intéressant parce qu'il y a différentes organisations qui défendent les intérêts des agriculteurs. Et à chaque élection, ceux qui sont largement devant, c'est l'association qui est la FNSEA, très très largement majoritaire, dont a été membre Céline Imard, qui était candidate chez nous. Donc moi je pense que ceux qui défendent le mieux les intérêts des agriculteurs, c'est ceux pour lesquels les agriculteurs votent. La question, c'est de protéger les sols. Vous avez lu Gaspard Koenig, Humus, qui nous parle justement de la question des sols qui sont aujourd'hui arides, qui sont aujourd'hui dysfonctionnels, qui ont aujourd'hui des nappes phréatiques qui sont vides. Aujourd'hui, on est dans un état où on ne sera plus capable de produire à court terme. On ne parle pas de 2100, on ne parle pas de 2050, on parle de court terme. Donc il ne faut pas leur interdire de produire. Et c'est de protéger
l'alimentation des Français, qui aujourd'hui est non seulement cancérigène, mais aussi fait baisser énormément la fertilité, notamment des hommes. Vous savez de combien de pourcents la fertilité des hommes a baissé ces dernières années? De 40%. Donc il y a un président de la République qui nous parle de réarmement démographique. Si on a des hommes stériles, on va avoir du mal à le conduire. On va passer à un autre sujet. Je voulais aborder le sujet de l'énergie, parce que ça c'est un autre de vos points de désaccord majeurs. Guilhem, je vais m'adresser à toi. Tout simplement, pourquoi tu n'as pas choisi renouvelable dans ce dilemme? Parce que l'énergie nucléaire, c'est ce qui nous permet d'avoir une électricité qui est bon marché, peu coûteuse. C'est la condition sine qua non. Décarbonée, qui émet pas de CO2, et qui nous permet d'avoir une indépendance stratégique, d'être souverain. Le nucléaire, la stratégie du président de la République, sous la pression des socialistes et des écolos, ça a été de réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique. L'ambition du président, alors qu'on était à 65% environ de part du nucléaire dans le mix énergétique, c'était de le descendre à 50%, voire en dessous. Nous, on dit que c'est une catastrophe si on fait ça, et ça a des conséquences qui sont très graves sur le long terme, parce que une fois qu'on a choisi une stratégie anti-nucléaire, en fait, ça ne dure pas 2 ans, ça dure 5, 10, voire 15 ans. Ça implique qu'il va falloir importer de l'électricité qui vient d'autres pays, typiquement d'Allemagne. On a été obligé il y a 2 ans d'importer de l'électricité allemande qui était produite à partir de centrales à charbon. Et ça nous oblige parfois aussi à rouvrir des centrales à charbon, comme ça a été le cas à Saint-Avold il y a 3 ans maintenant. Cette stratégie-là, c'est un non-sens écologique. 2 chiffres, par comparaison entre le nucléaire et le charbon. 1 kWh d'électricité produit à partir de l'énergie nucléaire, c'est 11 grammes de CO2. 1 kWh d'électricité produit à partir d'une centrale à charbon, c'est 800 grammes de CO2. Il n'y a pas photo. L'enjeu pour nous, c'est de sortir du charbon. Et si on veut sortir du charbon, si on ne veut pas être dépendant de l'électricité allemande qu'on va devoir importer sur le sol national, eh bien, et évidemment éviter des blackouts comme ça a pu être le cas il y a quelques années, il faut absolument se baser sur l'énergie nucléaire. C'est la seule énergie décarbonée. Même si je suis d'accord sur le fait qu'il faut favoriser les énergies renouvelables. Mais en numéro 1, c'est évidemment l'énergie nucléaire. Moi, j'ai 2 points à ajouter. Le premier, c'est que nous, on a un objectif de résultat. C'est la neutralité carbone, c'est sortir du fossile. Aujourd'hui, ouvrir des nouveaux réacteurs, c'est toujours la même chose, c'est un problème de timing. On ne peut pas réussir en 2030 à obtenir une énergie nucléaire sur des réacteurs qu'on voudrait, à cause de votre famille politique, on a dû en fermer 12. Qu'on voudrait ouvrir aujourd'hui. Encore faut-il ne pas les fermer. Moi, justement, je voudrais dire, moi, je ne suis pas dogmatique en termes d'énergie. Et vous avez raison de parler de mix énergétique. Je crois que le débat nucléaire-antinucléaire, comme le débat croissance-décroissance, sont des débats qui veulent rien dire. La question, c'est quel mix énergétique on veut et comment on veut fonctionner. Aujourd'hui, il y a un consensus chez les professionnels, les scientifiques de la transition énergétique, qui est de dire qu'on ne vire pas une énergie en la remplaçant par une autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ça n'a jamais fonctionné comme ça. C'est on crée une alternative et du coup, petit à petit, on change notre façon d'utiliser cette énergie. Cette alternative, c'est le renouvelable. Et aujourd'hui, la Chine, elle a mis 550 milliards sur la table pour développer son renouvelable. Les États-Unis, dans leur pacte protectionniste l'IRA, ils ont mis 350 milliards sur la table pour protéger leur renouvelable. Que fait l'Europe en face? Et que fait l'Europe? Qu'est-ce qu'on met sur la table pour avoir cette alternative en renouvelable qui va nous permettre de faire la bifurcation écologique? Guilhem, est-ce que les centrales mettront finalement trop de temps à être construites On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais encore faut-il ne pas les fermer. On a la chance en France, c'est l'héritage en fait, tu parlais de Pompidou, d'abord du général de Gaulle et ensuite de Pompidou, d'avoir un parc nucléaire qui est unique en fait en Europe, en France. On a cette chance-là. Il faut la religion du nucléaire, c'est pas non plus, je trouve, C'est pas ma religion, mais en revanche, moi je crois que le nucléaire est une énergie qui est indispensable. On pourra parler d'autres problématiques qui vont se poser, la question du traitement des déchets nucléaires, sur lesquels la recherche scientifique, pour le coup, avance chaque jour, sur lesquels il y a des résultats très concrets chaque jour. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on veut arriver à la neutralité carbone, il n'y a pas d'autre solution en fait. On peut se dire on va essayer de progresser sur le renouvelable. On a essayé les éoliennes il y a quelques années, on s'est rendu compte qu'en fait les Français en voulaient pas parce que ça dénaturait les paysages et en plus c'était une énergie intermittente qui produisait pas assez d'électricité. On s'est rendu compte du non-sens écologique dans lequel on était rentré. Et moi j'en veux beaucoup en fait aux écolos et à la gauche parce que c'est à cause de vous que depuis 2012, depuis qu'Hollande est arrivé à la tête du pays, on a bifurqué sur cette stratégie en baissant la part du nucléaire dans le mix énergétique. Moi, je pense que c'est l'atout essentiel qu'on a en France.
c'est l'atout essentiel qu'on a par rapport à nos concurrents allemands. Les Allemands émettent beaucoup plus de CO2. La Chine, t'en parlais tout à l'heure, comme un modèle vertueux. La réalité, c'est Non. qu'ils ouvrent tous les jours des centrales à charbon. Je dis juste qu'ils mettaient les Eh ben, 550 milliards sur la table. J'ai pas dit que la Chine était ils ouvrent vertueuse. chaque jour des centrales à charbon, donc je suis pas sûr que ce soit un modèle en termes de vertu écologique. Moi, je crois que la transition écologique, ça va être la grande révolution industrielle de notre siècle. Il y a eu la révolution industrielle dont on a parlé tout à l'heure en 1750. La transition écologique, ça peut être la grande révolution industrielle. Mais si on met l'argent sur la table, et là on aura la même philosophie, je crois, j'ai lu, c'était un rapport qu'il montrait, qui est sorti d'Yves Perrier, qui disait il faut 2000 milliards d'euros au niveau de l'Europe tout entière pour financer la transition climatique. Et il dit il faut le faire progressivement, petit à petit, parce qu'aujourd'hui, si on le fait dès maintenant, ça va augmenter largement la fiscalité. Et on a déjà des niveaux de fiscalité qui sont records en France, 48% de On prélèvements reviendra sur le obligatoires. financement. Ouais, Mais alors Flora, je vais te laisser répondre, je vais juste rajouter un élément, c'est que dans le programme de LV, il y a notamment une mesure qui est de passer au 100% renouvelable d'ici 2040. Et donc, j'entends l'argument selon lequel le nucléaire ne pourra pas être développé à temps pour que ça couvre toute la production électrique. Mais de là à vouloir qu'il n'y ait plus du tout de nucléaire et qu'on soit 100% renouvelable, pourquoi en fait c'est un choix, pourquoi du coup vouloir même supprimer le nucléaire qu'on a déjà? Guilhem, vous dites que la nouvelle révolution industrielle est une révolution verte. Moi, je crois doit être une révolution verte. Moi, je crois que la révolution écologique ne doit pas être industrielle. Et c'est ça notre point de désaccord de fond. Pourquoi? Et aujourd'hui, quand on parle de mix énergétique, je l'ai dit... Pourquoi pas d'industrie alors? Alors, non, j'ai pas dit pas d'industrie, j'ai dit que c'est pas une révolution industrielle. C'est justement une révolution politique, c'est justement un changement de civilisation. Aujourd'hui, on est dans l'ère industrielle, depuis la révolution industrielle, ça on est tous d'accord. Aujourd'hui, on doit changer de civilisation. On doit changer de civilisation pour aller non pas vers une économie extractiviste, mais vers une économie régénérative, une économie circulaire, une économie où on n'échange plus des biens, mais où on échange des usages, des services. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, regardez le livre L'entreprise contributive de Fabrice Bonifay qui est passionnant là-dessus. Il vous montre plein d'entreprises qui ont fait leur bifurcation écologique et qui ne vendent plus de l'extraction de matières premières, qui ne vendent plus des produits qui sont nocifs et qui vont constituer des déchets et qui vont nous conduire à notre perte, pour faire un raccourci, mais qui au contraire vont se mettre dans une perspective circulaire de l'économie qui est vraiment un changement de paradigme très profond. Donc vous employez le mot de révolution, je suis assez d'accord là-dessus. Par contre, une révolution industrielle, verte, c'est pas une révolution, puisqu'on est déjà dans l'ère industrielle. C'est ajouter une petite cerise verte sur un gâteau brun. Et donc, toute la différence, c'est qu'est-ce qu'on veut entre le pacte vert et le pacte brun. Le pacte fossile, le pacte extractiviste, le pacte productiviste. Par ailleurs, il y a un biais très climat dans cette interview, et je le comprends, parce que c'est quand même du climat dont on parle le plus dans l'actualité. Mais on parle de 9 limites planétaires. Il y a un livre qui s'appelle La fin de l'eau, point d'interrogation, du chercheur Simon Porcher, qui nous alerte sur la question de la raréfaction de l'eau dans les années à venir. Il y a la question des matières premières. Il y a la question des sols. Il y a la question des ressources naturelles. Je suis désolée, on ne peut pas aborder la question écologique sans une perspective holistique. Holistique, c'est l'inverse de la révolution industrielle qui fait des silos et qui divise le travail. C'est au contraire une perspective globale. C'est au contraire comment on regarde une question dans son ensemble. Aujourd'hui, je crois qu'Europe Écologie, on est le seul parti à avoir une approche holistique de la question écologique. Et quand vous me dites une révolution industrielle verte, c'est un oxymore, encore une fois. Et moi, avant d'être candidate sur cette liste, j'ai écrit un livre pour dénoncer le syndrome de la fourmi, pour dénoncer tous les oxymores qui font que le serpent se mord la queue. Et donc, votre projet politique, c'est, je suis désolée, un serpent qui se mord la queue. Pourquoi? Parce que vous dites croissance verte, ça fonctionne pas. Vous dites révolution industrielle verte, ça fonctionne pas. Non, on en revient dans ce cas-là au débat des croissances contre la croissance. Non, mais vous dites croissance et mix énergétique. Mais même Jancovici, il dit mix énergétique et sobriété. Donc aujourd'hui, sans projet de sobriété, déjà, ça ne sera pas possible sur la question du climat. La sobriété, c'est pas la croissance. Et ensuite, vous vous engagez un petit peu en ce moment sur le nucléaire parce que pas un petit peu, on a toujours été engagé sur cette question, on est le seul parti politique. Pardon, sur la question du climat. On est les seuls pour le Pardon, oui.
vous vous engagez un petit peu sur la question du climat. Mais Ça va on ne ensemble. peut pas ne pas parler de la question de la biodiversité. On ne peut pas ne pas parler de la question de l'usage des matériaux rares et de l'extraction des matériaux rares de nos sols. On ne peut pas prendre la question par une petite lorgnette, parce que si on fait comme ça, on va aller droit dans le mur. Et c'est ça vraiment notre différence politique. Guilhem, je voudrais que tu répondes, justement, tu as soulevé Sur la un point révolution industrielle. sur la croissance. C'est-à-dire que, et ensuite, du coup, ce sera aussi pour interroger Flora par rapport à ça. Est-ce que, donc tu évoquais la sobriété, tu disais que la sobriété, c'était pas la décroissance. Et du coup, donc LR, donc, j'imagine que vous êtes pour la sobriété. Comment tu différencies croissance, sobriété, décroissance, et en quoi est-ce que vous croyez? La décroissance, c'est quoi? C'est produire moins sur tout. C'est typiquement, on en revient à ça, le projet Farm to Fork, la production agricole baisse de 15%, et donc pour nous, les revenus vont baisser, c'est la conséquence de 16%. Moi, je crois qu'on peut avoir de la sobriété sur certains secteurs. Typiquement, moi, je plaide pour la sobriété sur le charbon. Il faut sortir du charbon. Donc, il faut de la sobriété sur toutes les énergies qui sont aujourd'hui les plus émettrices de CO2. Mais il ne faut pas voir les choses de manière dogmatique. Typiquement, il y a une loi européenne qui est passée, qui va passer dans les prochains mois et qui vise à interdire la location de tous les logements qui sont considérés comme des passoires thermiques. Il y a 5 millions de passoires thermiques en France. Si on supprime, on enlève du parc locatif tous les logements qui sont considérés comme des passoires thermiques, ça fait 5 millions en moins. Il y a une catastrophe sur le logement. Et la catastrophe sur le logement, ça a des répercussions qui sont extrêmement graves sur le pouvoir d'achat des gens. Donc nous, on dit, sur cette question-là, sur la question climatique, il faut être hyper pragmatique. Il ne faut pas du tout être dogmatique. Il faut regarder chaque énergie, laquelle est la plus décarbonée, laquelle nous permet d'arriver à la neutralité carbone. Flora, sur la question de la croissance Oui, verte. en fait, selon vous, la différence entre la sobriété et la décroissance, si j'ai bien compris, c'est que la décroissance, c'est décroître dans tout, et la sobriété, c'est décroître sur certains aspects. Bah, bien sûr. C'est vous qui l'avez inventé, cette définition, pourquoi pas? Bah, Moi, je vais vous dire surtout quel est le problème avec la croissance. La croissance, c'est donc une courbe comme ça, hein, vous la connaissez, qui montre que le PIB doit toujours augmenter. Aujourd'hui, le PIB, c'est juste le calcul de qu'est-ce qui crée de la richesse. Ce qui crée de la richesse, aujourd'hui, il y a une catastrophe naturelle, ça fait augmenter le PIB. Les catastrophes naturelles qu'on a vécues cet hiver dans le Pas-de-Calais, qui ont mis des centaines et des milliers de personnes en dehors de leur maison, encore beaucoup aujourd'hui leurs maisons ne sont toujours pas réparées parce que les assurances traînent la patte. Ça fait augmenter le PIB. Aujourd'hui, un cancer, ça fait augmenter le PIB parce qu'on va avoir accès à des soins, la sécurité sociale va payer, etc. Donc tous les mouvements financiers, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils font augmenter le PIB et ils font augmenter la croissance. Aujourd'hui, on a pris la croissance comme un indicateur de prospérité. Mais pour moi, une catastrophe naturelle ou un cancer, ce n'est pas un indicateur de prospérité. Nous, ce qu'on veut, c'est justement sortir de cette méthode qui est en fait obsolète. La question, c'est pas est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise méthode, c'est que c'est des calculs qui ont été inventés par des économistes il y a 2 siècles et on reste bloqué sur ces calculs qui sont en fait assez obsolètes. Nous, on veut sortir de ces calculs pour aller vers ce que moi j'appelle la post-croissance, mais que vous appelez comme vous voulez, qu'on peut finalement appeler tout simplement la prospérité, qui est d'avoir une économie qui fonctionne dans le respect des limites planétaires, qui fonctionne sans détruire notre futur, sans détruire nos conditions d'habilité de la planète. Et donc en fait, il faut juste remplacer cette courbe qui monte comme ça, que vous connaissez, qui est la courbe de la croissance, par un cercle qui permet de faire fonctionner l'économie dans le respect des limites planétaires et dans le respect des conditions de dignité humaine. C'est ce qu'on appelle la théorie du donut, qui est une théorie économique révolutionnaire et qui permet simplement d'avoir un plancher social, qui est le minima social, par exemple, qu'est-ce qui permet de respecter la dignité humaine, comment les gens sont rémunérés, quelles conditions de travail, etc. Et un plafond écologique qui permet de ne pas dépasser les limites planétaires. On a besoin de changer nos indicateurs économiques et certainement pas d'avoir un débat stérile entre croissance et décroissance. On est tous d'accord sur le fait que le secteur de l'éducation, il doit croître. Le secteur de la santé, il doit croître. Le secteur des loisirs, enfin de ce que vous voulez, tout ce qui est favorable à la prospérité d'une nation ou d'un continent, doit croître. C'est pas la question. Personne n'a jamais dit que la décroissance devait s'appliquer à tous les secteurs. Par contre, aujourd'hui, on produit beaucoup trop, on gaspille et on jette énormément, pas que sur l'alimentaire,
planétaire. Vous savez où est le cobalt du monde? Il est dans le tiroir des Européens et des Occidentaux, puisqu'on laisse nos smartphones et on les met pas au recyclage une fois qu'ils sont en obsolescence programmée après 2 ans d'utilisation. C'est ça l'absurdité. Et en fait, je vous assure que ce qui est formidable quand on s'intéresse aux questions écologiques d'un point de vue holistique et pas d'un point de vue industriel ou technologique, c'est qu'on découvre qu'il y a tellement d'absurdités, il y a tellement de choses de bon sens qui peuvent nous permettre d'être dans un modèle économique plus fonctionnel que, en fait, c'est passionnant parce qu'il y a plein de choses à faire pour faire une bifurcation écologique qui est juste, qui est digne et qui respecte les limites planétaires. C'est ça la post-croissance et c'est certainement pas de s'éclairer à la bougie ou de se chauffer à 15 degrés l'hiver. Guilhem, vraiment sur la croissance, pourquoi est-ce que vous vous êtes attaché à la croissance en tant que telle? Mais parce que la demande augmente. Il y a de plus en plus d'habitants sur Terre. Il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de se nourrir. Il y a de plus en plus, il y a des agriculteurs qui ont Ça, besoin c'est faux. En de France, nourrir la on population. on fait moins d'enfants qu'avant. Oui, mais la population française a augmenté. On était 63 millions d'habitants il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, on est 68 ou 69 millions d'habitants. Il y a plus d'habitants. Il y a plus de gens à nourrir. Vous savez donc- combien l'enjeu- les marques de fast l'enjeu- fashion font de collections par semaine? C'est quoi le rapport? Est-ce qu'on a besoin de 4 collections par semaine pour habiller les 67 millions que nous sommes? Ça, on est bien d'accord, mais c'est pas non, le sujet. si, parce que c'est ça la non. décroissance, c'est ça la sobriété. Non. Vous savez combien, En fait, il faut- combien un Français achète de vêtements aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans? Plus 60%. Plus 60%. Est-ce que vous pensez qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire en 2004, on n'avait pas assez de fringues pour tout le monde? Mais typiquement, Est-ce que vous typiquement, pensez quand qu'il y avait mais des typiquement, Européens quand qui je n'avaient pas de parle- vêtements il y a... Mais typiquement, il y a 20 ans. quand je parle de sobriété, j'ai pris l'exemple du charbon tout à l'heure, la sobriété, elle s'applique aussi là. Elle s'applique aussi dans le fait que chacun, Donc, chaque citoyen, on manque pas de chaque- vêtements, chaque même en citoyen- limitant 60%, Oui, mais même si on décroît cette industrie de 60%, oui, mais la question, on elle n'est pas là. on ne La manquera question, elle est pas pas. là. Si. Nous, ce qu'on reproche... elle est là puisque nous- la non, mode, c'est je une des réponds. industries les plus Je polluantes du réponds, mais monde. nous, ce qu'on reproche à l'Europe, à l'Union européenne plutôt, depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis le dernier mandat, c'est d'avoir voulu infliger toujours plus de normes, toujours plus de réglementations qui portent préjudice à ceux qui produisent, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux artisans, aux industriels, à tous ceux qui font la richesse nationale, à tous ceux qui font la richesse européenne. On leur met toujours plus de normes, toujours plus de réglementations et ils peuvent plus produire. Donc nous, on dit, il faut libérer en fait les énergies. Il faut libérer de ce système où on a toujours plus de bureaucratie, une Europe qui paraît un peu déconnectée et qui pond des réglementations pour tout Ça, on est et qui d'accord. pourrissent la vie de ceux qui produisent. Mais là où sont nos divergences, là où se situent nos divergences, c'est pas forcément sur ça. C'est pour moi sur la question énergétique. Ouais, mais et c'est aujourd'hui, pour moi- votre tête de liste, et elle c'est parle pour beaucoup moi- de croissance. Oui, on parle de croissance Bah parce oui, qu'on mais estime donc- qu'il faut produire plus, produire mieux. C'est aussi simple que ça. Et Nous, si- nous, on pense si le qu'il faut sujet- produire moins et produire Moi, mieux. je pensais que tu voulais pas aller sur Voilà, ce débat. au moins les lignes sont Moi, je claires. pensais que tu voulais pas aller sur ce débat-là, croissance contre décroissance, parce que c'est un débat qui est souvent assez stérile, où vous avez l'impression d'être caricaturé en disant non, nous, on n'est pas décroissants, on n'est pas pour la baisse de la croissance. Et nous, on Ah dit si, on est pour la baisse de la croissance. donc vous êtes très décroissants. clairement. C'est ce que je te dis. Il y a non, aussi beaucoup d'écolos justement. qui disent Bah non, non, je ne pas d'être justement. décroissants. La question, c'est que... Si c'est le débat est là, le- moi j'assume complètement qu'on soit plutôt pro-croissance économique qui doit se marier avec la lutte contre le changement Non, climatique. c'est- ce que- que les deux l'argument peuvent l'argument être que je te compatibles. donne, c'est par exemple faire décroître l'industrie de la mode de 60%. Ça nous Ah, mais permettrait... d'accord, mais la toi, ton décroissance, argument- la décroissance, toi, c'est au ton niveau argument, global, ouais, mais c'est ce toi, qu'on s'est dit tout à l'heure. ta réponse à ça, c'est mais on n'aura pas de vêtements pour tout le monde. Si, puisqu'il y a 20 ans, on avait 60% de moins et on avait des vêtements pour tout le monde. C'est juste une règle scientifique de base qu'un enfant de 10 ans peut comprendre, c'est qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Vous regardez les courbes de la croissance depuis les années 50, le but c'est d'avoir toujours une courbe qui monte et on s'accroche pour essayer de faire monter cette courbe, alors que ça ne fonctionne pas. Donc c'est juste une théorie économique qui est obsolète et qui n'est pas fonctionnelle. Alors, juste une C'est question. tout. Si c'était obsolète, pourquoi les émissions de CO2 ont baissé alors même que la croissance a augmenté depuis 30 ans? En fait, si on suit ta logique, ça devrait... Non, attends, moi je suis juste- désolée, juste une seconde. j'ai pas de chiffres sur la baisse des émissions de CO2. Ben, je te l'assure, donc, c'est factuel. C'est les bah, données du ministère de la Transition franchement, énergétique. ouais. Non, ce truc-là est factuel. Ça, je suis pas d'accord. Comment on peut expliquer que les émissions de CO2 baissent sur le continent européen et d'ailleurs en France, alors qu'en même temps, la croissance économique augmente? Déjà, Si on suivait ta oui, mais logique, en fait- dans ce cas-là, ouais, mais en fait- les deux devraient être indexés. Oui, mais déjà, la par croissance exemple, économique regarde devrait... l'empreinte carbone, le calcul de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, tu calcules l'empreinte carbone d'un vêtement
qui, par exemple, produit en Europe, tu oublies qu'ils jettent 80% de leur production, tu ne le comptes pas. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne calcule pas, on ne sait pas calculer le vrai impact écologique d'un produit ou d'un service. Les chiffres non, je ne remets pas les chiffres du ministère de la Transition écologique. Je ne remets pas les chiffres du ministère de la Transition écologique en question. Ça, pour le coup, c'est le je seul dis truc factuel qu'on ait dit depuis le début c'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne peut pas produire plus et avoir un impact carbone moindre. Je voulais passer à la question du financement de la transition, où là, pour le coup, votre position est assez claire. C'est-à-dire que Guilhem, votre parti et votre tête de liste parlent énormément des règles budgétaires de l'Union européenne qu'on ne respecte pas depuis des années et qu'il faudrait qu'on se mette enfin à respecter. Je parle des 60% de dette et des 3% de déficit par an. Alors que vous, Flora, votre parti insiste sur le fait qu'il faut davantage investir et mettre plus d'argent, donc s'endetter potentiellement davantage. Guilhem, je vais commencer par toi. Comment on fait pour résoudre la crise climatique si on essaye en même temps de ne pas s'endetter et de rembourser aussi notre dette? C'est intéressant parce que ça pose effectivement la question du financement qui ne peut pas être que public, qui ne peut pas être qu'au niveau de l'État, qui doit aussi être privé, d'où l'impact, la responsabilité des entreprises qui doivent faire ce qu'on peut appeler la bifurcation écologique. Aujourd'hui, le niveau de fiscalité en France est un niveau record en Europe et dans le monde. Le taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB est à 48%. Dans le même temps, on a une dette qui a explosé. Et d'ailleurs, nous, on s'en prend souvent à la gestion calamiteuse des finances publiques du président de la République parce que la dette a augmenté de 1000 milliards depuis qu'il est arrivé en 2017. On est à 3100 milliards de dette. Si c'était juste des chiffres dont on peut se passer, dont on se fout, ok, ce serait une chose. Mais là, ça a un impact très concret parce que dans le même temps, les taux d'intérêt ont augmenté et donc la charge de la dette, ce qu'on doit rembourser chaque année du fait de la mauvaise gestion en fait, de l'argent public depuis des années, a largement augmenté. En 2024, cette année, la charge de la dette, c'est 57 milliards d'euros. 57 milliards en une seule année. En 2027, quand Emmanuel Macron laissera les clés de l'Élysée, il y aura 84 milliards d'euros de charge de la dette. Ce sera en fait le premier poste de dépense de l'État, le premier budget de l'État. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas avoir un impact aussi clair en fait, sur la poche des gens, sur le pouvoir d'achat des Français, parce qu'on se dit qu'on peut s'endetter à coups de milliards indéfiniment. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc pour moi, la question du financement, évidemment, ne doit pas reposer sur les Français, sur les plus précaires, sur les plus fragiles. Elle doit reposer d'abord sur l'État en fait, qui se serre la ceinture, parce que l'État n'a pas du tout été amené à faire des réductions d'argent public depuis des années, et en fait on fait reposer ça toujours sur les Français. Quand il y a besoin de faire des économies, c'est toujours les Français, toujours les classes moyennes qui trinquent. Nous on dit, cette logique-là, elle est plus possible. Il faut baisser la fiscalité des Français, et en même temps, il faut que le financement de la transition climatique vienne de la part du privé, vienne de la part des entreprises. Mais je crois beaucoup plus en ça qu'au financement public à travers l'État. Alors, je vois pas trop comment, en tant que député européen, on pourra dire à l'État français de se serrer la ceinture. Mais moi, pour répondre... C'est pas qu'une question européenne. Oui, c'est pas qu'une question européenne, du coup. Moi, pour répondre très concrètement, il y a le rapport Pisani-Ferry et d'autres rapports montrent tous la même chose, qui est que le coût de l'inaction climatique est supérieur au coût de l'action climatique. Donc la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vaut mieux prévenir que guérir? Et la réponse, c'est il vaut mieux prévenir. Il vaut mieux prévenir et ça nous coûtera moins cher. Je vous donne un exemple très clair. Les inondations de cet hiver du Pas-de-Calais ont fait augmenter le prix de toutes les assurances françaises de 5%. Donc aujourd'hui, on paye tous plus cher nos assurances parce qu'il y a eu une catastrophe climatique. C'est exactement l'illustration de l'idée qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Si on n'est pas capable d'investir massivement aujourd'hui dans la transition écologique, non seulement ça nous coûtera plus cher demain, mais en plus, on ne va pas réussir à installer notre modèle de civilisation écologique, qui est un modèle aussi géopolitique international, qui pourrait nous permettre de vendre des nouvelles énergies dans le monde entier, de commercer d'une manière différente et de donner au marché européen, qui est le premier marché du monde, je le répète, une nouvelle dimension et un nouvel impact. Donc pour moi, investir dans la transition écologique, c'est une question de survie et surtout, c'est moins cher aujourd'hui que demain. Vaut mieux prévenir que guérir. Est-ce que ça veut dire s'endetter davantage? Parce que Guilhem disait que effectivement la dette pèse de plus en plus lourd dans le budget de l'État. La question, c'est où est-ce qu'on va chercher l'argent. Donc évidemment, nous, on est pour la taxe des super profits. Ah, je l'attendais.
Oui, vous êtes contre, on est pour. Vous dites qu'il ne faut pas taxer les classes moyennes, mais vous refusez de taxer les grandes fortunes et les entreprises qui font des super profits, qui se gavent sur la crise énergétique. Donc nous, au contraire, les on veut énergéticiens, on a toujours réguler. dit, ceux qui avaient profité du conflit russo-ukrainien, on a toujours dit qu'il fallait augmenter leurs taxes. Sur les super profits. Non, Et on même dit ceux simplement qui se que sont la gavés vieille... sur le Covid et la pandémie. Donc en fait, aujourd'hui, les à un profiteurs de moment, crise, on la est d'accord. question c'est est-ce qu'il faut de l'argent? Oui. Où est-ce qu'on va chercher l'argent? On va le chercher dans les entreprises, dans les super profits et dans les entreprises polluantes, notamment fossiles, qui aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple de Total, n'investit que 5 milliards dans les transitions énergétiques. Dans la transition énergétique, on pourrait trouver ça beaucoup. Le problème, c'est qu'ils sortent le triple en dividendes pour leurs actionnaires. Donc aujourd'hui, la question écologique ne peut pas fonctionner sans la question sociale. Et si on ne fait pas baisser les inégalités, on sera incapable aussi d'investir dans la transition énergétique. La bonne nouvelle, c'est que ça va ensemble. Nous, notre projet, c'est un projet de justice sociale et d'écologie. On ne décorrèle jamais l'un de l'autre et c'est justement parce qu'on va chercher l'argent au bon endroit et faire une transition écologique juste qu'on va redonner du pouvoir de vivre aux classes moyennes. Par ailleurs, vous dites que les classes moyennes sont endettées et qu'elles n'en peuvent plus d'être imposées. Je suis assez d'accord avec ça. Par contre, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est ces classes précaires et ces classes moyennes à qui on donne de la malbouffe qui est responsable de plein de maladies, à qui on donne des conditions de vie. C'est dans les quartiers populaires qu'il y a des usines, c'est dans les zones industrielles qu'on vit moins bien, qu'on a la qualité de l'air la plus mauvaise, etc. Et donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas être une double victime du réchauffement climatique et victime de la crise sociale. Donc nous, notre projet de financement, il a vocation à résoudre ces deux questions en même temps. Moi, je crois juste sur cette question-là que vous n'arriverez jamais à mettre en place en fait des taxes toujours plus importantes pour ce que vous appelez les très riches. Ça ne peut pas marcher parce qu'il y a une logique qui est très simple en économie, c'est qu'à partir d'un certain seuil de fiscalité, plus les très riches, comme on dit, sont imposés et après ils se barrent. Et quand ils se barrent, en fait, il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus d'industrie, tous disparaissent, ne sont plus en France. On a un niveau de fiscalité en France qui est record, et aussi bien pour les classes moyennes que pour les très riches. Il ne faut pas croire que la France est un paradis fiscal. On n'est pas l'Irlande, hein. On n'est pas le pays où il y a la fiscalité la plus basse sur les très très riches. Et moi, j'ai un peu le sentiment, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un qui est écolo ou de gauche, dire la solution à tout, le miracle à tout, c'est taxer les très riches. Comme si c'était la réponse à tout. Est-ce qu'on ne peut pas juste se dire qu'il y a de l'argent qui est balancé chaque année par l'État et qui est mal utilisé, qui est mal géré? La question de l'efficacité, de l'utilisation de l'argent public, jamais elle est posée dans le débat public. Jamais on en parle. Moi, quand je vois que la dette explose alors même qu'on a un niveau de fiscalité qui est record, je me dis peut-être qu'il y a une question de mauvaise gestion de l'argent public. Est-ce qu'il faut créer des taxes européennes pour financer la transition écologique? Nous, on est pour la création d'une taxe européenne pour financer la transition écologique, et c'est celle sur les centrales à charbon. On veut taxer davantage les pays où il y a de plus en plus de centrales à charbon, on pense notamment à l'Allemagne, à la Pologne, parce qu'aujourd'hui, 13% des émissions de CO2 sur toute l'Europe, c'est le charbon. On doit absolument sortir du charbon. Et pour sortir du charbon, on pense qu'il faut taxer davantage les pays qui ne sont pas aujourd'hui incités à sortir de cette énergie qui est une catastrophe pour l'environnement. Du coup, on va passer au dernier sujet de ce que je voulais aborder dans ce débat, qui est celui donc, effectivement de l'immigration climatique. Pareil, donc pendant les formats courts du début, vous m'avez tous les deux répondu une chose différente par rapport à l'accueil des réfugiés climatiques. Guilhem, je vais te poser la question. Tu t'as répondu non. Mais tu l'as rappelé toi-même, l'Europe est quand même responsable de 22% des émissions historiques. Alors certes, c'est peut-être un peu moins que la Chine ou les États-Unis, mais est-ce qu'on n'est quand même pas responsable et donc redevable envers les États qui subissent ce réchauffement? Parce que l'Europe serait davantage responsable que quel pays? On est le continent le plus vertueux sur la question climatique au monde. Non. Au monde. Si on compare typiquement la majorité de l'immigration dont on parle, parce que l'immigration climatique, on parle de l'immigration africaine, parce que c'est là où les températures vont encore plus augmenter. Non, le premier pays, c'est le Pakistan. Oui, mais regarde les chiffres de l'immigration sur les 500 000 entrées légales en 2022 comme en 2023, qui sont d'ailleurs des records historiques d'immigration légale en France, République française. C'est pour la plupart des pays d'Afrique. Afrique subsaharienne, Afrique, le Maghreb, mais c'est majoritairement des pays d'Afrique. Et quand on parle du réchauffement climatique... Mais ça, c'est pas des migrations forcément climatiques. Non, aujourd'hui, non. Mais moi, je pense que effectivement, là, vous faites bien de poser cette question. La question de l'immigration climatique, la question des réfugiés climatiques va forcément se poser dans notre siècle, parce qu'il va faire de plus en plus chaud dans ces pays africains,
et parce qu'il y aura des déplacements de population, en tout cas qui seront incités parce que les gens se diront « je ne peux pas vivre dans mon pays, il fait trop chaud, j'ai besoin d'aller vivre en Europe parce qu'il fait un peu moins chaud ». C'est absolument naturel. Il fait chaud, hein, c'est qu'on ne peut plus manger, il n'y a plus d'eau, etc. Oui, mais c'est un peu plus compliqué que j'ai chaud. D'accord, mais la cause, c'est l'augmentation des températures. C'est la cause centrale. Et donc on ne pourrait pas les accueillir? Moi, ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est regardez ce que les Français pensent de la question migratoire. On a 500 000 entrées légales. Que 500 000 entrées légales, c'est déjà énorme, mais on n'a que 500 000 entrées légales. Si demain on a des centaines de milliers de plus de réfugiés climatiques qui arrivent chaque année en France, regardez les conséquences que ça va avoir sur la montée du communautarisme, sur la montée de la délinquance. Moi je ne dis pas, comme certains peuvent le penser, que tout étranger est par nature un délinquant. Il faudrait être débile, abruti pour le penser. En revanche, je pense que quand on accueille beaucoup plus d'immigrés, par rapport à nos capacités d'intégration, par rapport à nos capacités d'assimilation, eh bien ça produit un choc. Ça produit un choc culturel. Et c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui un lien qui est très clair entre l'immigration hors de contrôle et la montée de la délinquance. Et j'en prends pour preuve les chiffres du ministère de l'Intérieur. Typiquement à Marseille, 60% des personnes interpellées par les forces de l'ordre sont des étrangers. Je ne dis pas que les étrangers par nature vont être amenés à sombrer dans la délinquance. Un peu. Parce que pas du tout ce que je dis. En revanche, ce que je dis, c'est que quand on accueille beaucoup trop par rapport à ce qu'on peut accueillir, en fait, les immigrés ils se retrouvent à vivre porte de la Chapelle sous des ponts dans des conditions calamiteuses. Et souvent, la gauche et l'extrême gauche en ont absolument rien à foutre de leur sort. Donc, le vrai humanisme, c'est d'accueillir ce qu'on peut, de faire notre part. C'est ce que disait déjà Michel Rocard il y a 30 ans, qui vient de la gauche. La gauche a bien changé sur cette question-là. Il faut lutter contre toute immigration nouvelle. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. Et pour ceux qui chez nous vivent mal, qu'ils soient français ou étrangers, là est la politique d'intégration de tous les démunis de la société française. Moi, je les déplore parce que je pense que si la gauche était beaucoup plus humaniste, elle saurait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde pour les faire vivre dans des quartiers pourris. Vous avez raison de parler d'humanisme, parce que l'humanisme, c'est de conduire la transition écologique et d'être ce qu'on a toujours été, c'est-à-dire un modèle de liberté, d'égalité, de fraternité pour le monde. Si aujourd'hui on n'est pas capable de conduire la transition écologique et de la conduire vraiment, c'est-à-dire pas produire plus et produire mieux, c'est produire moins et produire mieux, eh ben, on ne sera pas capable de déjà limiter le nombre de réfugiés climatiques. Et vous avez tous tout à fait raison. Moi, je me souviens, il y a 1 an ou 2, il y avait eu cette histoire autour de l'Ocean Viking. C'était un bateau avec 252 migrants à bord, qui essayait d'accoster sur nos côtes, et ça avait défrayé la chronique pendant 1 semaine, et ça avait excité toute la classe politique. J'avais eu peur à ce moment-là parce qu'on parlait de 252 personnes. 252 personnes, c'est pas grand-chose par rapport aux dizaines de milliers de personnes qui vont être des déplacés climatiques dans ce siècle. Dizaines de millions, voire centaines de millions. Aujourd'hui, si on n'est pas capable de conduire une transition écologique d'ampleur, on sera jamais capable de préserver nos frontières, ça c'est sûr que non. Donc en fait, vous qui êtes anti-immigration, vous avez encore plus intérêt que nous à être des écolos convaincus. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe assez intéressant. C'est aussi pour ça qu'on l'est. Bah non, puisque vous me parlez de produire plus pour gagner plus, produire plus pour émettre moins. Non, on a aussi parlé de décarbonation de l'économie. En fait, et l'enjeu, c'est la décarbonation, notamment du continent africain, où il y a des émissions de CO2 qui explosent. À toutes les personnes de droite qui sont contre l'immigration, le meilleur moyen d'être contre l'immigration, c'est d'être un écolo réel. Aujourd'hui, les migrations climatiques, elles sont déjà colossales, mais elles se passent beaucoup souvent dans un même pays. Les personnes qui migrent, elles migrent au sein du Pakistan, au sein du pays dans lequel elles migrent. Vous savez que la question se pose même dans le sud de l'Europe, puisque avec les vagues de chaleur et les vagues de canicule, il paraît qu'il y a même déjà en Espagne des migrations intérieures qui sont enregistrées de personnes du sud qui montent vers le nord. Donc on va tous être concernés par ces sujets. Je vous donne un autre exemple. La deuxième région la plus vulnérable d'Europe, c'est la région des Hauts-de-France, en termes de risque climatique. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc nous-mêmes, on a des migrations intérieures du fait, par exemple, on revient sur cette histoire du Pas-de-Calais, des personnes qui sont plus chez elles aujourd'hui puisque leur maison a été détruite. Si on veut limiter les flux de population comme ça dans le monde dans les années à venir, on est obligé de conduire un programme
de transition écologique qui est digne de ce nom. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de financer la transition écologique chez nous, on n'est même pas capable de la financer dans le monde. Et moi, je crois que les pays du Nord, les pays de la révolution industrielle, on a une responsabilité sur le financement de la transition écologique du monde entier. Il y avait la question de l'électrification à une époque, le plan Borloo d'électrification de l'Afrique que Macron avait jeté à la poubelle. Moi, je crois que l'urgence absolue, c'est d'avoir, mais on sort un peu du sujet européen, encore que, c'est d'avoir une géopolitique du climat, c'est d'avoir une diplomatie écologique, c'est d'avoir une vision mondiale de la question dont on va faire baisser les énergies fossiles et dont on va transformer nos économies. Aujourd'hui, on a déserté plein de pays du monde et au final, quoi? Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a d'autres pays qui vont commercer et qui vont imposer des règles de libre-échange et de commerce qui sont très différentes des nôtres. Donc moi, je crois qu'à l'échelle française et encore plus à l'échelle européenne, on doit aussi reprendre notre place de premier marché du monde, ce que je disais. Quand on parle de loi du marché et de règles d'import-export, on est le premier marché du monde. Donc les règles d'import et d'export, c'est à nous de les fixer, vu qu'on est le premier marché du monde. On doit être les champions sur un secteur. Aujourd'hui, on est les champions sur à peu près rien. Il y a un décrochage économique qui est très important. On produit beaucoup moins que d'autres pays. L'Europe est en décrochage. Si on veut être pionnier sur une question, moi je crois, et pour le coup là je pense qu'on a une convergence, c'est sur la question climatique. Et il faut qu'on arrive à peser suffisamment dans le monde, et force est de constater qu'on pèse pas aujourd'hui suffisamment dans le monde, ou alors c'est une utopie que de le penser, que de croire qu'on est capable de tordre le bras aux Chinois, aux Américains, c'est pas le cas aujourd'hui. Mais si demain on arrive à leur tordre le bras et à faire en sorte que la Chine, l'Inde, le Japon, les États-Unis, les pays du continent africain amorcent ce virage climatique, je pense qu'on aura fait une bonne partie du travail. Mais le travail, il se fait en Europe depuis des années et il avance bien, contrairement à ce qu'on parfois on entend. Il faut aller encore plus loin, mais le défi est global. Et il s'agit d'aller plus loin sur le continent européen, mais surtout ne pas regarder juste son nombril en se disant qu'on est la source principale, fondamentale de l'augmentation des émissions de CO2. Il y a aussi ce combat à mener avec ces autres pays qui n'ont aujourd'hui pas du tout amorcé le virage climatique. Arrêtons de se regarder le nombril en se disant c'est catastrophique, on ne fait rien, on fait rien, on fait rien. Si on fait. Il faut faire encore plus, mais si on fait. Et si demain on arrive à faire en sorte que les autres fassent aussi un peu de leur part, je pense qu'on aura répondu à une bonne partie du problème.